32 juges blancs décident de ton destin en ce moment même. Ce ne sont ni des sénateurs en toge, ni l'empereur sur son trône, mais ce qui se trouve dans ta bouche. Les doigts froids et rudes du médecin militaire t'écartent les mâchoires avec force et la lumière du soleil tombe sur tes gencives. Une seule racine pourrie, une molaire ébréchée ou une gencive enflammée, et les portes de la richesse, de la gloire et de la citoyenneté romaine se claqueront au nez pour toujours. Tu te tiens absolument nu au milieu d'un champ poussiéreux, entouré de centaines de jeunes hommes tremblants comme toi, et tu pries les dieux pour que le médecin ne remarque pas cette petite tache sombre sur la troisième dent à gauche. Pourquoi les maîtres du monde craignaient-ils un mauvais sourire plus que les épées des barbares? La réponse ne réside pas dans l'esthétique, ni dans le désir d'avoir une belle formation, mais dans la cruelle réalité de la survie, que nous, habitués au blender et aux petits pains moelleux, avons oublié depuis longtemps. Ce moment de vérité, où il est décidé si tu feras partie de la machine de guerre, ou si tu retourneras dans ton village comme ramasseur de fumier, était l'épreuve la plus terrifiante pour le jeune Romain. Végès, théoricien militaire du Bas-Empire, indiquait sans pitié dans ses écrits que seuls ceux qui possèdent non seulement une large poitrine et de puissantes épaules, mais aussi une santé impeccable de la tête, sont aptes au service. Le processus de sélection primaire des recrues, où les faibles et les malades étaient écartés, était appelé probatio. Ce n'était pas un simple examen médical, mais une vérification totale de la résistance du matériel humain, comparable à la manière dont un forgeron vérifie le métal avant le forgeage. Des centaines de jeunes hommes faisaient la queue sous le soleil brûlant du champ de Mars ou d'un camp provincial, attendant le verdict. L'odeur de la sueur se mêlait à la poussière, et la tension pouvait être coupée au couteau, car les statistiques étaient implacables. Selon les données des études sur le recrutement dans les légions, jusqu'à 40% des candidats étaient écartés durant certaines périodes. Le médecin qui effectuait l'examen n'était pas le bon docteur d'une clinique moderne. C'était un officier pragmatique, qui savait qu'un soldat malade est une légion morte. Il regardait dans les yeux, vérifiant leur clarté, palpait l'abdomen à la recherche de herniers, et finalement, arrivait à la bouche. Dans le monde antique, les dents étaient le seul outil de transformation du carburant pour l'organisme. Si un soldat avait mal aux dents, il ne pouvait pas manger la ration dure comme de la pierre qui était distribuée lors des campagnes, ce qui signifiait qu'il s'affaiblissait, prenait du retard en marche et mettait en danger toute la formation. La métaphore ici est simple et cruelle. Le légionnaire était un engrenage dans le mécanisme, et si les dents de l'engrenage se cassaient, le mécanisme se bloquait. La machine de guerre romaine ne réparait pas les pièces cassées sur le terrain, elle les jetait à l'avance. Après l'examen externe, commençait la vérification des conditions physiques. Mais l'ombre du verdict dentaire planait toujours sur chacun. L'historien Polybe, décrivant les enrôlements à l'époque de la République, notait un sens d'âge strict et des exigences de taille, qui devaient être d'au moins 5 pieds romains et 10 pouces, ce qui se traduit dans nos mesures par 172 centimètres. Mais même une grande taille ne sauvait pas, s'il y avait le chaos dans la bouche. Une personne avec de mauvaises dents était perçue comme un bâtiment avec des fondations pourries. De l'extérieur, il peut paraître solide, mais il s'effondrera à la première tempête. Pour les Romains, la santé dentaire était un indicateur direct de l'endurance générale de l'organisme et de la qualité de la nutrition pendant l'enfance. Ceux qui passaient l'examen primaire obtenaient un statut qui les séparait de la foule civile, mais ne les rendait pas encore des guerriers à part entière. La nouvelle recrue, ayant passé la probatio et inscrite sur les listes, mais n'ayant pas encore commencé une formation complète, était appelée tiro. Cet état peut être comparé à un morceau d'argile qui a déjà été jeté sur le tour de potier, mais auquel on n'a pas encore donné de forme.
Le tyro recevait sa première marque, un jeton plomb autour du cou, qui était l'équivalent du jeton militaire moderne, et une petite somme pour les frais de voyage. Mais la joie d'avoir passé l'examen était rapidement remplacée par la terreur de la prise de conscience de ce qui attendait. Car avoir des dents saines n'était qu'un laissez-passer pour l'enfer des entraînements, où ces mêmes dents devront être serrées jusqu'au grincement chaque jour. Beaucoup de jeunes hommes, surtout issus de familles pauvres, tentaient de cacher leurs maux. Ils frottaient leurs gencives avec des herbes pour masquer l'inflammation, ou s'efforçaient de ne pas ouvrir la bouche trop largement. Mais les légats et centurions expérimentés, présents à la sélection, voyaient à travers les gens. Le regard expérimenté de l'officier décelait la moindre grimace de douleur lors de la pression sur la mâchoire. Les Romains savaient qu'en longue marche, loin de la civilisation, le mal de dents est capable de rendre fou plus rapidement que la torture de l'ennemi. Les découvertes archéologiques sur les sites des camps militaires en Bretagne et en Germanie montrent un état étonnamment bon des mâchoires des soldats par rapport à la population civile du même âge. Cela confirme la rigueur de la sélection. Seuls les détenteurs d'une occlusion idéale entraient dans la Légion. Le rejet au stade de la probatio était une catastrophe sociale. Rentrer chez soi rejeté signifiait admettre son infériorité physique devant toute la communauté. Les voisins et les proches regardaient une telle personne comme une marchandise défectueuse. C'est pourquoi la tension dans la file d'attente chez le médecin était plus élevée qu'avant une bataille. Dans la bataille, tu peux faire preuve de bravoure et mourir en héros. Mais ici, tu es sans défense face à un fait de la nature. Tu ne peux pas ordonner à une dent de ne pas faire mal, ou à une gencive de ne pas saigner. C'était une loterie de la génétique et de l'enfance, et la perdre coûtait toute une vie. Mais voilà que le médecin retire ses mains, les essuie sur un chiffon, et fait un bref signe de tête au scribe. Ton nom est inscrit sur les tablettes de cire. Tu expires, sentant la sueur froide couler dans ton dos. Tu as réussi. Tes dents sont jugées aptes à déchiqueter les ennemis de Rome et à broyer la nourriture la plus grossière que l'humanité ait jamais créée. Tu ne sais pas encore que cet examen était la partie la plus facile de ta nouvelle vie. Devant toi t'attend une route qui transformera tes pieds en pierre et ton âme en fer. Et le premier pas sur cette route commence par la réception de cette même ration, pour laquelle ta mâchoire a été vérifiée. Un lourd sac de céréales tombe dans tes mains, manquant de te déboîter l'épaule, et à cet instant, l'aura romantique du service militaire se dissipe définitivement dans un nuage de poussière de farine. Tu regardes ce tas de blé non moulu, et tu comprends que tes dents ne sont pas seulement un outil pour manger, mais le seul mécanisme qui te sépare de la mort par la faim. L'armée romaine ne gâtait pas ses fils avec du pain moelleux de boulangerie. La base de la ration était le grain, que les soldats devaient traiter eux-mêmes après une marche épuisante. Flavius Joseph, décrivant la vie quotidienne des légions pendant la guerre de Judée, énumère en détail l'équipement du fantassin, et parmi les scies, les haches et les courroies, une place spéciale était occupée par la nourriture, qui ressemblait plus à un matériau de construction qu'à un aliment. Le principal ennemi du sourire légionnaire n'était pas le sucre, qu'ils ignoraient, mais la dure galette de campagne, devenue légende et malédiction de l'Antiquité. Ce morceau de pâte déshydratée, dur comme de la pierre, cuit 2 fois pour une conservation éternelle, était appelé bucellatum. Ce n'était pas un cracker moderne qui s'effrite entre les doigts, mais un disque monolithique de farine et d'eau, capable de se conserver pendant des années, mais exigeant des mâchoires l'effort d'une presse hydraulique. Les archéologues trouvent des restes fossilisés de ce pain à Pompéi et dans les camps militaires. Et leur densité est telle que sans trempage préalable dans l'eau ou du vin bon marché, la tentative d'en mordre un morceau pouvait coûter un incisive aux soldats. Il devient ici d'une clarté cristalline. Pourquoi les édentés étaient écartés à l'entrée?
Un homme avec des gencives faibles ne pouvait tout simplement pas consommer assez de calories pour ne pas s'évanouir à la prochaine étape. Mais même si tu décidais de faire de la bouillie ou de cuire une galette fraîche, une menace cachée te guettait, détruisant lentement l'émail. Pour transformer le grain distribué en farine, le groupe de 8 soldats vivant sous la même tente utilisait des meules manuelles en pierre volcanique. Pendant le processus de broyage, des particules microscopiques de pierre et de sable tombaient inévitablement dans la farine, transformant chaque morceau de pain en papier de verre pour la bouche. L'analyse des crânes de légionnaires trouvés dans les sépultures de York et de Gloucester montre une usure catastrophique des dents dès l'âge de 30 ans. L'émail était usé jusqu'à la pulpe, ce qui provoquait des douleurs atroces. Ta bouche se transformait en meule, broyant non seulement la nourriture, mais aussi ta propre force vitale, s'usant jour après jour contre la réalité brute de la vie du soldat. Lorsque la question du carburant pour l'organisme était réglée, venait le moment de tester ce dont le corps, ayant reçu ses calories, était capable. Tu soulèves ton paquet du sol, et tes genoux fléchissent involontairement sous le poids monstrueux qui deviendra désormais ton deuxième squelette. Les bagages personnels du légionnaire, comprenant non seulement les armes et l'armure, mais aussi les outils, les pieux pour la palissade et la réserve de nourriture, étaient attachés à un poteau spécial avec une traverse. Cet ingénieux dispositif de transport de charge, permettant de répartir le poids et de le jeter rapidement avant le combat, s'appelait la fourca. Ce n'était pas un simple sac à dos, mais un système de survie mobile complet, transformant l'homme en une unité de combat autonome. Le poids de cette maison mobile, qui était hissée sur les épaules de la nouvelle recrue, selon les estimations les plus modestes des historiens, tels que Peter Connolly, atteignait environ 40 kg. Imagine que tu portes sur toi un adolescent adulte, non pas pendant 5 minutes jusqu'à l'arrêt de bus, mais 30 km par jour, tous les jours, pendant des mois. Ce n'est pas pour rien que Cicéron écrivait que la nourriture que porte le soldat pèse plus que son armure. Les légionnaires de l'époque de Gaius Marius ont reçu le surnom ironique de « mulet de Marius », précisément parce qu'ils traînaient sur eux tout ce qui était nécessaire à la vie, libérant le convoi des chariots superflus. Tes dents solides mâchaient le pain de pierre pour que tes muscles puissent porter cette montagne de bois et de fer. Et tout échec dans cette chaîne te transformait d'un atout en un fardeau. Le plus vexant dans cette charge était que tu la payais en plus de ta propre poche. L'État romain ne fournissait pas l'équipement gratuitement comme un cadeau de l'empereur. Le coût des vêtements, des armes et même de ce grain de pierre était déduit de ta solde. L'historien Polybe, analysant l'économie de la Légion au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, indique clairement: le questeur déduisait de la solde une somme fixe pour la nourriture et l'équipement. Tu achetais littéralement le droit de porter ce fardeau insupportable et d'user tes dents sur le pain de l'État. Le tintement des pièces quittant ta bourse était le premier son de ta nouvelle misère, car pendant les premières années de service, le soldat voyait rarement de l'argent liquide, travaillant uniquement pour la nourriture et la promesse d'un futur butin. Maintenant que ton portefeuille est vide et que ton dos est brisé par le poids de la furca, un signal de trompette retentit, annonçant le rassemblement. Tu te tiens dans une seule ligne, avec des milliers d'autres mulets chargés comme toi, et l'odeur des corps non lavés, des munitions en cuir et de l'huile bon marché pour graisser l'armure te monte aux narines. Devant toi t'attend la première vraie marche, qui montrera si le médecin avait réellement raison de te juger apte, ou s'il a commis une erreur fatale. La route s'enfonce à l'horizon, et chaque pas sur elle chassera de toi la mollesse civile, la remplaçant par une endurance bestiale. Tu fais le premier pas, et ta semelle frappe le pavé avec un grincement métallique, faisant jaillir une minuscule étincelle qui est immédiatement écrasée par celui qui suit. Ce son, multiplié par 5000 paires de pieds,
se fond en un bourdonnement monotone et assourdissant, semblable à l'approche d'un éboulement. La légion romaine ne marchait pas simplement. Elle broyait l'espace sous elle, transformant la géographie en territoire conquis par sa seule présence. Les routes sur lesquelles vous avanciez étaient une merveille d'ingénierie, mais pour le fantassin, elles devenaient un tapis roulant de tortures sans fin, fait de basalte et de calcaire. Ces célèbres routes droites, perçant les forêts et les montagnes, étaient appelées Via Munita, routes pavées, et elles étaient conçues pour que l'eau s'écoule vers les bords, tandis que le sang et la sueur des légionnaires s'imprégnaient dans les joints entre les pierres. Tes pieds ne sont pas chaussés de bottes confortables avec une semelle amortissante, mais d'une construction complexe de lanières de cuir, qui ressemble plus à un instrument de torture qu'à des chaussures. Ces légendaires sandales de soldats, avec une semelle épaisse multicouche, densément parsemée de clous en fer, s'appelaient caligae. C'était la première chaussure militaire spécialisée de l'histoire, transformant le pied humain en une chenille tout-terrain. Les découvertes archéologiques à Vindolanda et dans d'autres forts frontaliers montrent que les clous sur les semelles n'étaient pas disposés de manière chaotique, mais selon des schémas ergonomiques stricts, afin d'assurer l'adhérence sur l'herbe et l'argile. Mais sur la pierre dure des routes impériales, ces clous de fer transmettaient chaque choc directement à l'articulation du genou et à la colonne vertébrale. Chaque pas était une micro-commotion, et au milieu de la journée, ta mâchoire commençait à te faire mal à cause de la vibration constante transmise des talons au crâne. La vitesse de déplacement était cruellement standardisée, et le fait de prendre du retard était puni par des coups de bâton dans le dos, en marchant. Le théoricien militaire Végès, dans son traité De Re Militari, cite des chiffres effrayants concernant les normes. Au pas ordinaire, la Légion devait parcourir 20 000 Romains en 5 heures d'été. Traduit en unités que nous comprenons, cela représente près de 30 kilomètres en 5 heures. Un rythme qui est aujourd'hui considéré comme digne d'une marche athlétique à vide. Mais tu le fais avec 40 kilogrammes de charge sur les épaules. Ce n'était pas une promenade, mais une course à la survie, où l'arrivée n'était pas le repos, mais seulement un changement d'activité. La Légion avançait comme un seul organisme gigantesque, et si tu ralentissais, tu risquais d'être écrasé par tes propres camarades ou bousculé par le centurion de queue. La poussière, voilà ton principal compagnon et ennemi sur cette route. Elle s'élevait des milliers de pieds, obstruant le nez, les oreilles et, le plus terrible, la bouche. Tu sentais le sable grincer sur ces mêmes dents que le médecin avait examinées avec tant d'insistance. Il n'était permis de boire de l'eau en marche que sur ordre, et souvent, la gourde était vide dès midi. La déshydratation épaississait la salive, la transformant en une masse collante et visqueuse, et la gorge desséchée brûlait. Flavius Joseph notait avec admiration et horreur le silence absolu dans les rangs pendant le mouvement. Personne n'osait parler. On n'entendait que le cliquetis des armures et les ordres des officiers. Cette discipline n'était pas de la frime, mais une nécessité pour économiser sa respiration. Toute tentative de bavarder avec un voisin brisait le rythme respiratoire, entraînant une privation d'oxygène des muscles et une chute. La sueur te coulait dans les yeux, irritant la peau sous le lourd manteau de laine et la tunique de lin. Le sel séchait en traînées blanches sur le visage, te transformant en fantôme. Mais le pire ennemi des Caligae n'était pas la chaleur, mais l'humidité et le froid. Si la marche se déroulait sur le terrain marécageux de la Gaule ou de la Germanie, les lanières de cuir se mouillaient, s'étiraient et commençaient à frotter la chair jusqu'à l'os. La peau des pieds ramollissait, devenant vulnérable aux mycoses
et aux infections, connu sous le nom de pied des tranchées. Les médecins romains savaient qu'un soldat sans pied était inutile. C'est pourquoi le soin des pieds était un rituel au même titre que le nettoyage des armes. Frotter de la graisse et de l'huile sur la peau des pieds était le seul moyen de ne pas se réveiller estropié le lendemain matin. Au milieu de toute cette douleur monotone, se distinguait la figure d'un homme dont le regard brûlait ton dos plus fort que le soleil. L'officier qui commandait la centurie et surveillait chacun de tes pas avec une attention maniaque était le centurion. Son principal instrument de gestion n'était pas tant le pouvoir que la vigne noueuse qu'il tenait à la main, symbole de son rang et outil de punition instantanée. Tacite décrit des cas où, lors des mutineries, les soldats brisaient d'abord ces vignes sur le dos des centurions eux-mêmes, tant ce symbole de l'entraînement était détesté. Ils ne marchaient pas dans les rangs, mais sur le côté, prêts à encourager d'un coup quiconque déviait du pas ou abaissait son bouclier trop bas. C'était la peur de sa vigne qui te forçait à déplacer tes jambes lourdes de plomb, alors que ton cerveau hurlait déjà de l'impossibilité de faire un pas de plus. Et voilà que, lorsque le soleil commence à toucher l'horizon et que les ombres s'allongent, déformant les silhouettes des marcheurs, le signal de trompette tant attendu retentit, annonçant l'arrêt. Mais ce son n'apporte aucun soulagement. Tu ne t'écroules pas sur l'herbe pour te reposer. Tu sais que la fin de la marche est le début du travail physique le plus difficile de la journée, celui dont dépend ta survie jusqu'à l'aube. Car la Légion ne dort jamais à ciel ouvert, sans défense face à l'ennemi. L'arrêt signifie qu'il est temps de prendre la pelle et la hache pour construire une forteresse là où, 1 heure auparavant, il y avait un champ dégagé. Tu jettes ta charge de 40 kilogrammes dans la boue, mais tes souffrances ne s'arrêtent pas. Elles ne font que changer de forme. Ton corps, épuisé par des heures de marche, implore le repos. Mais au lieu de cela, on te met dans les mains une lourde pioche-hache. C'est cet outil, et non le légendaire épée courte Gladius, qui était le véritable symbole de la conquête romaine, car les légionnaires passaient plus de temps à creuser la terre qu'à tuer des ennemis. L'outil de terrassement universel, combinant une lame de hache et la pointe d'une pioche, était appelé dolabra. C'était une arme contre la nature elle-même. Il l'utilisait pour couper les racines des arbres centenaires en Germanie, briser le calcaire en Judée et percer les murs des fortifications ennemies. Les archéologues trouvent des dolabrae dans chaque camp militaire, et leurs lames sont souvent émoussées au point d'être méconnaissables, ce qui témoigne du volume titanesque de travaux de terrassement qui incombaient aux soldats chaque jour. Imagine qu'après un marathon, tu doives construire une petite ville à partir de rien en 3 heures, sachant que si tu n'y parviens pas avant le coucher du soleil, tu seras massacré par les sauvages. Le camp devait être érigé selon des normes géométriques strictes, que tu tombes de fatigue ou non. Cette fortification temporaire, que la Légion érigeait chaque nuit, même si elle prévoyait de repartir à l'aube, s'appelait Castra. Flavius Joseph écrivait avec un étonnement sincère que le camp romain surgissait si rapidement que cela semblait magique. Mais derrière cette magie se cachait le travail forcé de milliers d'hommes, transformant le chaos d'une zone sauvage en l'ordre de Rome. Tu t'enfonces la dolabra dans le sol caillouteux, creusant un fossé, dont tu jettes immédiatement la terre à l'intérieur du périmètre, formant un remblai. Tes mains, déjà écorchées par les lanières du pactage, se couvrent maintenant d'ampoules sanglantes à cause du manche de la hache, mais il est impossible de s'arrêter. Derrière toi se tient le centurion, et sa vigne est prête à s'abattre sur le dos de quiconque ralentit le rythme. Une fois le remblai de terre prêt, vient le tour de ces mêmes pieux que tu as traînés toute la journée, maudissant leur poids. Tu les enfonces au sommet du remblai, les tressant avec les pieux de tes camarades en une muraille infranchissable. La palissade défensive, créée à partir des pieux portables Soudis, formait le périmètre extérieur de la protection, appelé Vallum. Ce n'était pas une simple clôture, mais une barrière épineuse
capable d'arrêter une charge de cavalerie. La métaphore est d'une beauté effrayante. La Légion, tel un hérisson géant, se roulait en boule pour la nuit, exposant à l'extérieur des milliers d'aiguilles de bois. Ce n'est que lorsque le dernier pieu est enfoncé et que les portes sont installées qu'il t'est permis de t'effondrer au sol et de t'occuper de ce pourquoi tes dents ont été vérifiées. La nourriture. Mais même là, il n'y a pas de plaisir. Tu mâches ton pain de pierre, assis dans la boue, et tes gencives saignent à cause de la tension, car ton corps déshydraté peine à produire de la salive. La nuit tombe sur le camp, mais le sommeil est un privilège qui n'est pas accessible à tous. Une fatigue mortelle arrive comme une vague noire. Tes yeux se ferment, mais tu dois rester debout, scrutant l'obscurité derrière la palissade. La nuit romaine était divisée en 4 tours de garde, chacun durant 3 heures. Et cette période de temps où le soldat était en faction s'appelait la vigilia. Se tenir à la 4e vigilia, juste avant l'aube, lorsque le froid pénètre jusqu'aux os et que le monde semble un rêve incertain, était la plus dure épreuve de volonté. Tu entends chaque bruissement de la forêt, chaque cri d'oiseau nocturne, les prenant pour le signal d'une attaque barbare. Tes dents saines claquent maintenant sous l'effet du froid, et ce son est la seule chose qui brise le silence du poste. Le prix pour avoir fermé les yeux était le plus élevé que l'on puisse imaginer. La discipline romaine ne connaissait aucune pitié pour ceux qui mettaient en danger la sécurité de leurs frères d'armes. Si l'officier d'inspection trouvait une sentinelle endormie, il ne l'attendait ni une réprimande, ni une garde à vue. L'ancienne et cruelle coutume d'exécution, où le coupable était battu à mort avec des bâtons et des pierres par ses propres camarades de chambrée, s'appelait le fustuarium. Polybe décrit ce rituel avec des détails glaçants. Le tribun ne faisait qu'effleurer le condamné de sa baguette, et après cela, des centaines de personnes avec lesquelles tu partageais encore ton pain la veille te transformaient en une masse sanglante. Ce n'était pas fait par sadisme, mais par peur collective. Un seul garde endormi pouvait causer la perte de toute la légion. C'est pourquoi la colère des soldats contre le traître était sincère et bestiale. Et voilà que, debout dans l'obscurité et écoutant le vent hurler dans la palissade, tu comprends la véritable raison de cette sélection cruelle. Ton corps doit être un mécanisme impeccable, non pas pour être beau lors d'une parade, mais pour supporter ce rythme inhumain. Marche, construction, faim, froid et manque de sommeil. Un homme faible se serait effondré dès l'étape du creusement du fossé. Une dent malade aurait rendu fou pendant la garde de nuit, le distrayant de la surveillance de l'ennemi. Tu es le mur vivant de l'Empire, et il ne doit pas y avoir de fissure dans ce mur. Soudain, le silence est déchiré par un bruit étrange venant de la forêt. Ni le cri d'un animal, ni le bruit du vent. C'est un battement rythmique de bois contre bois, qui s'intensifie, se rapprochant de ton remblai. Tu forces ta vue, et tu vois des ombres commencer à émerger du brouillard matinal. Elles sont nombreuses, et elles n'ont pas peur de votre forteresse magique. Le trompettiste prend de l'air dans ses poumons pour déchirer le sommeil du camp avec le signal d'alarme. Et à cet instant, tu comprends. Tout ce qui a précédé n'était qu'un prélude. La véritable épreuve de force commence maintenant, alors que le premier javelot s'enfonce dans le sol à 1 pouce de ta sandale. Le rugissement rauque et aigu du corps déchire le brouillard matinal, et ce son frappe les nerfs plus fort qu'un coup de fouet. En un instant, le camp, plongé dans un silence somnolent, explose dans un cliquetis de métal et un piétinement de milliers de pieds courant vers le remblai. Tu saisis ton bouclier, et tes mains, encore engourdies par le froid de la nuit, se mettent instantanément à transpirer sur la poignée, glissant sur le cuir usé.
Tu n'as pas besoin de réfléchir où courir. Des mois d'entraînement ont transformé ton corps en automate qui prend sa place dans les rangs avant même que ton cerveau n'ait le temps de réaliser la proximité de la mort. Les barbares déferlent sur vos fortifications en une vague bariolée et hurlante. Leurs visages déformés par la rage, et leurs voix se fondent en un seul hurlement bestial, destiné à paralyser la volonté de l'ennemi. Mais la formation romaine répond à cela par ce qui effrayait le plus le monde antique. Un silence absolu, sépulcral. Lorsque l'ennemi approche à une distance de 15 pas, un ordre sec retentit, et le ciel noircit sous les javelots lancés. Ce ne sont pas de simples javelots, mais une invention ingénieuse des ingénieurs romains, créée pour briser non seulement les corps, mais aussi les défenses. Ce projectile lourd avec une longue pointe en fer qui se pliait à l'impact, rendant impossible sa réutilisation par l'ennemi, s'appelait le pilum. C'était une clé à usage unique qui ouvrait la formation de l'adversaire. En s'enfonçant dans le bouclier du barbare, le fer se pliait sous le poids de la hampe, obligeant l'ennemi à abandonner sa défense et à se retrouver nu face aux épées romaines. La métaphore est technique et cruelle. La légion arrachait pour ainsi dire les vêtements de l'adversaire avant de porter le coup fatal, transformant le guerrier en victime sans défense. Et voici que se produit ce pourquoi tu as mangé ton pain de pierre et usé tes dents jusqu'à la poussière. La collision de deux murs vivants. L'impact de milliers de corps contre les boucliers produit un son semblable à un coup de tonnerre, qui semble fendre la terre elle-même. Dans cette mêlée, il n'y a pas de place pour la belle escrime que l'on montre dans les théâtres. Ici, règne une promiscuité où il est impossible même de prendre de l'élan pour un coup de taille. C'est ici, dans la bouillie sanglante du corps à corps, que le légionnaire utilisait son principal avantage. La courte poussée des stocks qui nécessitait un minimum d'espace, mais infligeait des blessures fatales. Végès écrit que les Romains étaient entraînés à ne pas couper, mais à percer, car le coup des stocks pénètre les organes vitaux par la moindre brèche dans l'armure, tandis que le coup de taille glisse souvent sur les os. Ton visage est pressé contre le dos de ton camarade de devant, et la rangée suivante pousse sur toi par derrière, transformant la formation en un organisme unique et compact. Dans cet enfer, tu utilises chaque partie de ton équipement comme une arme, et la partie centrale de ton bouclier entre en jeu. La saillie massive en bronze ou en fer au centre du scutum, qui pouvait être utilisée pour asséner des coups contondants au visage de l'adversaire, s'appelait l'umbo. C'était le point d'acier de la Légion. Lorsque l'épée restait coincée dans le corps de l'ennemi, ou qu'il n'y avait pas de place pour prendre de l'élan, tu frappais simplement avec le bouclier vers l'avant, brisant les nez et faisant sauter ces mêmes dents que les barbares, contrairement à toi, ne soignaient ni ne protégeaient. Tu vois ton umbo s'écraser dans la mâchoire de l'assaillant, et il tombe, s'étouffant dans son sang, libérant de la place pour le suivant. C'est dans ces minutes qu'il devient d'une clarté cristalline. Pourquoi un jeune homme chétif, avec une mauvaise digestion, aurait été une condamnation pour toute la centurie. Le combat en formation est une compétition de force physique brute. Un gigantesque tir à la corde où, au lieu d'une corde, il y a des êtres vivants. Les historiens appellent ce phénomène autismos, la poussée de masse, où la pression des rangs arrière est transmise aux rangs avant. Si tu n'as pas de muscles du dos et des jambes puissants, formés par des années à manger du grain calorique, tu seras simplement écrasé, piétiné dans la boue par les tiens. Tes dents saines, qui ont transformé des tonnes de nourriture grossière en pure masse musculaire, maintiennent maintenant la formation. Le faible ne fait pas que périr ici. Il crée une brèche dans laquelle le flot d'ennemis se précipitera, tuant tous ceux qui se tiennent à côté. La sueur te coule dans les yeux, se mélangeant au sang d'autrui qui t'a éclaboussé le visage. Tu sens tes forces t'abandonner.
Tes mains se remplirent de plomb et tes poumons brûlaient. Mais la tactique romaine prévoyait cela aussi. Au sifflement du centurion, les combattants fatigués de la première rangée se faufilaient comme par magie à travers les intervalles vers l'arrière. Et leur place était prise par des forces fraîches de la deuxième ligne. Cette rotation permettait à la Légion de se battre avec une intensité inhumaine pendant des heures, tandis que les barbares, ne comptant que sur l'élan initial, s'épuisaient rapidement. Tu te retires à l'arrière de la formation, haletant avidement, et tu vois ton camarade, qui vient de prendre ta place, manier déjà son épée comme une aiguille à coudre. La bataille dure une éternité, se transformant en un travail monotone de destruction. Sous tes pieds clapote la boue, devenue rouge, et l'herbe glissante devient plus dangereuse que la lame de l'ennemi. Un faux pas, une chute, et tu es un cadavre. César, dans ses commentaires, mentionnait souvent que c'était l'endurance et la discipline, et non la rage, qui décidaient de l'issue de la bataille. Tu regardes les tas de corps devant votre formation, et tu comprends que ce ne sont pas seulement des ennemis tués, c'est le triomphe du système. Un système qui t'a sélectionné, nourri, entraîné et forcé à travailler comme partie d'un tout. Soudain, la pression de l'ennemi faiblit. Les cris de rage sont remplacés par des cris de terreur. Les barbares, voyant que le mur de boucliers est incassable et que leurs propres pertes sont catastrophiques, commencent à reculer. D'abord un, puis une dizaine, et soudain toute leur masse fait volte-face et s'enfuit, jetant leurs armes. Les Romains ne se lancent pas dans une poursuite désordonnée, brisant leur formation. Ils font un pas en avant, enjambent les cadavres et s'immobilisent. Le champ devant le camp est jonché de corps, mais tu es vivant. Tu passes ta langue sur tes dents, sentant le goût du sang et de la poussière, et tu comprends que chacune d'elles est à sa place. Tu as tenu bon. Mais lorsque l'adrénaline se dissipera, la prise de conscience du prix à payer arrivera. Tu baisses ton bouclier et regardes ce qui reste de l'homme qui se tenait à ta droite. Le silence qui s'est abattu sur le champ de bataille résonne dans tes oreilles plus fort que le cliquetis des épées. Tu essuies ta lame sur l'herbe, et dans ce geste simple est cachée toute la lourdeur du chemin parcouru. Du jeune homme tremblant, ouvrant grand la bouche devant le médecin, au vétéran dont les jambes ont parcouru la moitié du monde. L'empereur Auguste, en réformant l'armée, a établi une durée de service stricte, qui oscillait entre 20 et 25 ans, comprenant que seules quelques unités étaient capables de supporter ce marathon jusqu'à la fin. La retraite honorable tant attendue, qui accordait la citoyenneté, un lopin de terre fertile et une énorme somme d'argent aux héros survivants, s'appelait Missio Honesta. Ce n'était pas une simple pension, mais un billet pour la haute société. L'ancien paysan pauvre devenait un propriétaire terrien respecté. Mais le prix de cet ascenseur social était la santé laissée sur les routes impériales sans fin. Tes dents, usées presque jusqu'aux gencives par le pain de pierre et le sable des routes, sont devenues ton principal trophée, bien qu'invisible. Elles ne t'ont pas trahi quand il fallait mordre les galettes sous la pluie glaciale de la Gaule, et elles n'ont pas gémi quand tu les serrais d'une douleur insupportable, en retirant une flèche de ta cuisse dans les sables de Syrie. Les archéologues modernes, en fouillant les sépultures de vétérans, découvrent un tableau étonnant. Des articulations usées, de nombreuses fractures subies de leur vivant, mais en même temps, des mâchoires puissantes et fonctionnelles qui ont servi leurs propriétaires jusqu'à leur dernier souffle. Tu n'as pas survécu parce que tu étais le meilleur escrimeur, mais parce que ton organisme s'est avéré capable de digérer cette vie cruelle sans se briser de l'intérieur. La grandeur de Rome n'était pas bâtie sur le marbre du Sénat, mais sur la capacité des jeunes hommes ordinaires à broyer les difficultés, au sens propre comme au sens figuré. Et maintenant, ayant appris toute la vérité sur le peu de choses qui séparaient le triomphateur du perdant, pose-toi une question gênante. Nous, enfants du confort,
sommes habitués à changer de régime selon l'humeur, à nous plaindre d'un steak trop dur au restaurant et à courir chez le dentiste au moindre inconfort. Mais si demain, le destin de la civilisation dépendait de ta capacité physique à survivre pendant des années avec un carburant à peine bon pour le bétail, passerais-tu cette sélection? Ou le sévère médecin romain, après avoir jeté un coup d'œil dans ta bouche, hocherait-il la tête avec dégoût, te renvoyant trop mou, trop fragile pour la véritable histoire? Regarde-toi dans le miroir maintenant. Ton sourire est-il juste une belle décoration ou un outil prêt pour la vraie lutte pour la vie?